Bonjour à tous et bienvenue au Bruit de la Ville, la chaîne de podcast dédiée à la ville, cet espace riche, multiple et protéiforme où plus d'une personne sur deux vit aujourd'hui et bientôt 7 personnes sur 10 en 2050. Un temps d'échange avec un invité du jour pour l'aborder sous un regard spécifique mais toujours prospectif. Le sujet du jour est celui de l'agriculture et de l'alimentation de demain, thème particulièrement sensible tant il devient compliqué d'à la fois nourrir toujours plus d'humains sur notre planète tout en réduisant en même temps notre impact sur celle-ci. Réduction voire suppression des produits phytosanitaires, proposition d'une nourriture plus saine, déploiement de la recherche en la matière, recherche de modèles plus vertueux et de proximité sont autant de pistes à creuser. Alors pour nous aider à décrypter ce thème, nous avons le plaisir de recevoir une représentante de la grande école d'ingénieurs Junia, Marie Stakoviak, bonjour. Bonjour. Elle est actuellement responsable du département Agriculture and Landscape Sciences et du démonstrateur Agriculture et Alimentation de demain, qui s'installera prochainement dans le Palais Rameau à Lille. Après l'obtention de son diplôme d'ingénieur en agriculture, environnement et territoire à VET AgroSup en 2011, elle rejoint l'ISA, où elle sera notamment responsable du GRECAT, on dit bien comme ça. Oui, c'est ça. Voilà, laboratoire de recherche. L'ensemble de son parcours jusqu'à aujourd'hui s'intéresse bien sûr à la place de l'agriculture dans nos sociétés et le lien que nous, urbains, tissons avec cette réalité du territoire. Alors pour commencer, une petite question un peu d'ordre général. Est-ce que tu peux nous dire comment on en arrive à devenir une personne référente dans le domaine de l'agriculture urbaine? D'où te vient cette motivation? Alors en fait, initialement, je fais partie des gens qui aimaient beaucoup la biologie quand j'étais au lycée. Donc comme quand on aime les sciences et vie de la Terre, on s'oriente plutôt vers des études soit de biologie, soit de prépa sur ces thématiques-là, sur lesquelles ensuite il y a des concours qui mènent aux écoles d'agriculture, d'agroalimentaire et d'environnement. C'est ce qui m'intéressait le plus et ce qui m'a intéressé assez vite, c'est plutôt ce lien aménagement du territoire, c'est-à-dire comprendre finalement la place de l'agriculture dans les territoires. Et c'est ce qui m'a intéressé dans l'école que j'ai faite, parce que c'était finalement aussi pouvoir garder un prisme assez général et assez large, un angle assez général pour comprendre l'agriculture. Et tu viens de la ruralité, de l'urbanité? Eh ben, je ne viens pas du monde agricole, ce qui est assez rare dans nos métiers. Je ne suis pas issue du monde agricole. C'était un milieu que je ne connaissais pas ou peu, même si je vivais dans un monde, on va dire, périurbain, rural. D'accord. Et il y a eu un point de bascule du coup dans ton parcours. Ça a été progressif, une rencontre, un projet, un territoire peut-être qui t'a inspiré ce chemin? En fait, je crois que quand j'étais en études, on avait un prof en aménagement du territoire qui nous a un jour expliqué qu'on ne verrait plus jamais les paysages comme on les avait toujours vus. Par exemple, moi, quand je circule en train ou en voiture, je peux pas m'empêcher de me dire l'agriculture est organisée de telle manière, c'est tel type de culture, les paysages sont façonnés de telle et telle manière. Et ce prof-là nous avait explicité, j'ai fait mes études à Clermont-Ferrand, nous avait explicité en effet les paysages dans ce coin-là. Et c'est ça qui, pour moi, a été un peu la bascule de ça m'intéresse et j'aimerais comprendre un peu mieux les enjeux sur ces sujets-là. Et tu as l'impression que le paysage a changé depuis tes études? Tu vois qu'il y a des choses qui sont en mutation, alors dans le bon ou dans le mauvais sens? Il y a des choses qui ont changé, oui. On le voit sur les types de cultures. Je donnais un exemple. On voyait très peu de tournesols, par exemple, en région Hauts-de-France. Et j'ai été étonnée l'année dernière de commencer à avoir des tournesols vers chez mes parents. C'est le changement climatique peut-être? Oui, parce qu'il fait plus chaud. Donc c'est des cultures qui peuvent être mises en place et qui n'était pas le cas il y a quelques années, en effet. Donc oui, il y a des changements, il y en aura encore d'autres et c'est normal. L'agriculture a toujours façonné les paysages et inversement. Donc oui, il y a des changements et même parfois quand on va dans d'autres régions, ça peut se voir. Oui. On a peut-être collectivement, je ne sais pas si c'est une réalité, un fantasme de paysage agricole idéal, très bocagé, vallonné, des prairies fleuries. Est-ce que c'est une vision idyllique? Est-ce qu'on peut retrouver ça? Est-ce qu'il y a des actions qui sont menées d'ailleurs dans ce sens-là aujourd'hui pour être moins dans des cultures intensives open field? Les paysages bocagers, ça nécessite de l'élevage. Or, dans la région Hauts-de-France, l'élevage est, j'allais dire en perdition, mais tout du moins en déprise, en réduction assez forte, pour plein de raisons. Déjà parce que les gens mangent moins de viande de manière générale, parce que c'est cher également, côté inflation. Et il faut, en effet, c'est tout à fait l'exemple de si on arrête l'élevage, qu'est-ce qu'on fait de certaines zones paysagères type Avesnois, type Boulonnais, pour parler de la région. C'est des zones qui sont entretenues
par l'élevage et qui nécessite pour le coup d'avoir des animaux, donc des bovins, des ovins, généralement chez nous plutôt des bovins, et qui produisent aussi d'ailleurs des produits emblématiques tels que le maroilles ou ce genre de choses. Donc il y a toute une question aussi du paysage et du type de culture, et donc du type de culture et donc de l'alimentation qui est en lien avec tout ça. On commence déjà à comprendre à t'écouter que la question de l'agriculture est un sujet complexe à aborder sous différents prismes de recherche. La question de la ville nourricière, de la biodiversité, de l'alimentation de demain, la transformation des filières. Comment tout ça se met en place aujourd'hui, ou plutôt quels enjeux en fait peuvent en découler majeurs que tu abordes notamment à Junia aujourd'hui? En fait, les enjeux sont multiples pour l'agriculture, mais j'allais dire un peu comme beaucoup de domaines, sont fortement liés au réchauffement climatique. Également, l'agriculture doit évoluer et est en train d'évoluer, mais l'agriculture doit permettre de nourrir. Ça, c'est un enjeu nourricier qui est important. Le tout dans des perspectives, bien entendu, de développement durable, mais on lui demande aussi finalement d'être paysage ou de faire paysage. C'est exactement ce qu'on vient de discuter sur cette question d'élevage. On a le cadre un peu touristique aussi. On parle par exemple de marketing territorial aussi sur ces questions-là d'agriculture. Donc c'est un sujet qui est un peu à la croisée des chemins. Et bien sûr, c'est des enjeux économiques. On parle aussi souvent beaucoup de géopolitique autour des productions, que ce soit pour la France, que ce soit pour la région. On est quand même une région aussi... en effet très fortement exportatrice en céréales et aussi en culture industrielle. On a des usines McCain qui produisent beaucoup pour l'Europe, mais aussi pour le monde. Donc on a aussi des enjeux finalement nourriciers, mais pas que d'autosuffisance alimentaire de notre propre pays, mais on nourrit aussi d'autres pays avec les enjeux ou les contraintes que ça peut apporter, d'intensification notamment en effet sur certaines cultures. On parle aussi pas forcément de production nourricière, hein. On produit aussi, alors je ne sais pas quelle en est la part, si tu peux avoir une petite réponse là-dessus, mais sur de la production de produits fibres pour, je sais rien, des isolants, peut-être des vêtements. On parle aussi de culture pour produire du biocarburant. Ça a des réalités économiques. Alors de biocarburant en région Hauts-de-France, pas trop, c'est plutôt vers l'Est. En fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est que les Hauts-de-France, d'un point de vue français, est plutôt vu comme une région à production industrielle, céréalière, ce qui est vrai en partie, mais on oublie en effet souvent qu'il y a des élevages. On oublie aussi finalement qu'il y a aussi d'autres productions, qu'on est aussi des régions de production de légumes, notamment de légumes industriels, des petits pois, des haricots, Bonduelle et ce genre d'entreprise. Donc on produit du lin, on est la première région de production de chicorée, avec notamment Chicorée-le-Roux. On est aussi une région de betteraves sucrières. Voilà. En fait, une région très protéiforme en termes de culture. Et on est aussi une région qui a un avantage, c'est d'avoir la présence de beaucoup d'industries et de beaucoup de sièges d'industries agroalimentaires ici. J'ai cité McCain, Bonduelle. On a aussi la distribution, Auchan. Voilà, il y a du monde, donc c'est aussi intéressant pour échanger, pour essayer de faire avancer les choses. Et c'est ce qu'on essaie de faire dans nos projets de recherche. C'est finalement parfois simple aussi de faire venir ces industriels pour échanger sur des thématiques de transition, par exemple. Il y a un écosystème, notamment industriel, qui est en place dans les Hauts-de-France et qui permet justement à Junia d'avoir des bons échanges avec le modèle économique du territoire. Tout à fait, ouais. D'accord. Et donc on parle de différentes typologies d'agriculture, et c'est le cas de cette diversité dans les Hauts-de-France, mais est-ce qu'il y a un modèle idéal d'agriculture ? Non, pas vraiment. C'est pas ça la réponse. C'est qu'il y a des modèles, je pense, des modèles qui sont adaptés à des territoires. Aujourd'hui, on parle aussi beaucoup de résilience alimentaire, d'autosuffisance, de se dire que le territoire nourrit le territoire. Pourquoi pas. Par contre, faire des melons en Hauts-de-France, oui, peut-être, sur une période très courte, quand il fait très chaud l'été. Mais on aura quand même toujours besoin de territoires aussi voisins. Et en termes de modèles, je pense que les modèles sont complémentaires, doivent essayer de se nourrir les uns les autres.
Il est vrai que le modèle industriel et très intensif de la région doit évoluer aussi. On voit quand même une évolution de l'agriculture biologique aussi en région, une augmentation de la vente directe, des circuits courts et de ce genre de choses, parce qu'on est une région aussi très urbaine et très peuplée. Il manque aussi, je pense, ce que j'appelle des petits maillons de transformation. Aujourd'hui, on a des gros maillons industriels, comme je l'ai dit. On a des maillons de circuits courts. Il nous manque peut-être parfois à des moments des légumeries, donc de transformation de première, deuxième gamme, des meuneries, enfin des choses qui nous permettraient d'être autosuffisants, mais sur de la transformation, on va dire industrielle, mais des farines, de la découpe, Du du semi-industriel. râpé, voilà, qui permettrait finalement aussi d'avoir d'autres solutions parfois que de l'industriel et pouvoir relocaliser aussi ces productions-là. Parce qu'aujourd'hui, si on demande à un agriculteur de faire de la carotte pour du local, il faut pouvoir donner un prix, une visibilité et pouvoir lui dire que si on le fait, il pourra vendre ces productions-là. Parce que l'enjeu, il est aussi là, c'est qu'aujourd'hui, il faut pouvoir vivre de ce métier, ce qui n'est pas le cas pour tous. D'accord, mais on peut quand même dire que c'est un modèle a priori qui fonctionne. Le modèle dit de proximité circuit court, on voit bien que c'est sans doute compliqué à mettre en place. Il y a aussi là, je pense, un fantasme de cette idée du périurbain agricole au service des zones urbanisées, dans une relation d'interdépendance. Tu évoquais aussi le marketing territorial, les promenades en périphérie urbaine dans des espaces agricoles qui auraient muté. Est-ce que c'est un fantasme? C'est quelque chose qui se construit Bah, en fait, on est aussi parfois un petit peu piégé par cette carte postale de je suis urbain, je vais aller randonner en périurbain. Mais par contre, s'il y a un tracteur qui est en train de passer, il fait du bruit. Et puis s'il est en train de mettre des pesticides ou toute autre chose d'ailleurs, parce qu'il y a aussi une méconnaissance parfois de l'agriculteur et de l'agriculture, on est un peu, on est gêné ou on va se dire bah oui mais qu'est-ce qu'il fait voilà, donc on aime bien l'agriculture mais si elle peut être un peu loin de chez nous puis s'il n'y a pas trop d'élevage non plus parce que quand il y a de l'élevage il y a du bruit, il y a de l'odeur. Donc je trouve qu'on est aussi dans cette approche un peu, on idéalise parfois l'agriculture mais on aime bien la voir pas trop près non plus parce qu'elle est génératrice aussi de bruit et de voilà, c'est une activité économique comme les autres. Donc, je trouve qu'il y a un petit peu parfois un paradoxe. Et puis, on est parfois aussi, on a des enjeux un petit peu croisés. C'est par exemple le cas de la métropole européenne de Lille. On est au sud de Lille, par exemple. On aimerait bien pouvoir mettre plus de maraîchage, sauf qu'aujourd'hui, il y a des enjeux d'eau potable. Donc, aujourd'hui, on n'installe plus de maraîchers parce qu'il faudrait pouvoir installer des endroits pour prendre de l'eau, sauf que ce n'est plus possible pour plein de raisons. Donc parfois, c'est pour ça que je dis qu'on est à la croisée des chemins. C'est que il y a ce qu'on aimerait bien faire, et puis il y a aussi le fait de se dire pourquoi pas de réinstaller des maraîchers en métropole, mais est-ce que le marché est là? Est-ce que les gens sont en capacité d'acheter ces produits qui sont encore aujourd'hui un tout petit peu plus chers que un camion qui vient plein de tomates d'Espagne, par exemple? Oui, absolument. Donc, on voit que c'est compliqué, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire pour faire évoluer tout ça. Et ça me fait d'ailleurs rebondir sur la question suivante. C'est bon, donc vous avez des formations autour de toutes ces questions à Junia. Comment ça fonctionne? Comment est structurée cette formation pour les étudiants? Alors Junia, on est une école d'ingénieurs qui a la particularité d'être une fusion de trois anciennes écoles que sont HEI, ISA et ISEN. HEI étant une école généraliste, ingénieur généraliste, ISEN une école plutôt autour du numérique et l'ISA une école qui forme autour de l'agriculture, l'agroalimentaire, l'environnement et les paysages. On est des formations d'ingénieurs, donc en 5 ans. Le but, on dit ingénieur pour la terre. Enfin voilà, on essaie de former des jeunes qui aient justement cette capacité d'analyse des enjeux actuels pour pouvoir les mettre en œuvre sur nos thématiques. Et donc, on forme en effet des ingénieurs sur ces sujets-là qui travaillent finalement dans toutes les entreprises que j'ai pu citer par ailleurs, mais également dans des entreprises voilà, de l'environnement, des associations, des collectivités. Voilà, on a un panel assez large et qui, je pense, représente plutôt bien la filière agricole et alimentaire et environnementale de la région et d'ailleurs, parce que nos étudiants ne travaillent pas que en région. D'accord. Et alors, quand tu dis
enjeux actuels, enjeux d'aujourd'hui. On doit comprendre des choses qui ont trait au changement climatique, à la préservation de la planète. C'est sur ces axes un peu de valeurs de préservation qu'il faut le comprendre. Nous, on se positionne Ou sur aussi sur l'économique, peut-être. Nous, on se positionne sur la question des transitions au sein de Junia. C'est notre baseline, et c'est de se dire que on veut donner les billes à nos étudiants de comprendre ces transitions, qu'elles soient écologiques, environnementales, transition de changement climatique pour le côté agriculture, mais que ce soit aussi la même chose pour la question des villes, la question de l'évolution aussi des villes et de comment elles vont évoluer dans le futur. Donc on est bien en effet dans des notions de transition et d'accompagnement à la transition. Après, nous, on leur donne les cartes et après, là où ils sont et dans l'écosystème dans lequel ils sont et dans leurs entreprises, après, ils évoluent encore. Nous, le but, c'est vraiment de leur donner finalement tout ce qu'il faut pour qu'ils soient en mesure de comprendre un certain nombre de choses. Et on a beaucoup évolué sur ces questions-là. Aujourd'hui, tous nos étudiants passent par une fresque du climat, par exemple. Et donc on leur donne les informations de compréhension, finalement, de tous ces enjeux. D'accord, donc un étudiant chez Junia, autour de ces questions-là, il va faire quoi? Il va aller sur des territoires, il va aller dans le milieu agricole concrètement, il va être laborantin dans un laboratoire avec des éprouvettes. Comment ça marche? Alors, sur le diplôme ISA, il va faire un petit peu de tout ça, c'est-à-dire que sur les 2 premières années, il va faire un stage en exploitation agricole, 3 semaines puis 4 semaines, qui est un stage ouvrier, mais qui est vraiment très important pour nous, pour qu'ils comprennent ce qu'est une exploitation agricole. En 2e année, il fait un stage en industrie agroalimentaire, comme ça il voit finalement la suite des choses. Il a encore d'autres stages par la suite qui permettent un petit peu d'adapter aussi, de comprendre d'autres enjeux. Et puis dans nos cursus, on est sur des cursus à la fois cours magistraux, on va dire à 50-60%, et le reste c'est du TP, du TD, donc du labo, et donc de la compréhension peut-être plus fine ou peut-être plus cellulaire parfois des choses. Donc on essaie d'être aussi à ces différentes échelles. Et puis sur des temps, par exemple, on a un temps d'analyse de filière en 3e année, donc ils doivent choisir une filière. Ça peut être le lait, la viande, l'équin, une filière bois. On les emmène aussi à l'extérieur, voir des entreprises, voir des aménageurs, voir aussi comment ça se passe sur le terrain. Sachant que nous, on s'appuie chez Junia sur un réseau de fermes partenaires dans lequel nos étudiants vont aussi pour voir le concret très, très régulièrement. D'accord, donc effectivement, une formation très spectre large. Tout à fait. Le terrain, la production, la filière et le laborantin avec son éprouvette. C'est ça. Alors, c'est en cours. Vous êtes en train de déployer sur l'île là, un nouvel outil qui va prendre place dans un bâtiment réhabilité qui s'appelle le Palais Rameau. Je pense que c'est un projet emblématique de la démarche que vous avez engagée de recherche et développement autour de ces questions, puis sans doute aussi de convergence des 3 écoles historiques de Junia pour qu'elles travaillent ensemble. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui va s'y passer en fait dans ce Palais Rameau demain et comment ça va accompagner la formation des étudiants? Alors le Palais Rameau, c'est bien en effet une réhabilitation, c'est un monument historique qui est en cours de réhabilitation et dans lequel on va y mettre ce qu'on appelle un démonstrateur d'agriculture et d'alimentation de demain. Un démonstrateur, ça veut dire finalement un endroit où on est capable de voir, de comprendre, de montrer des éléments, à la fois pour le grand public, pour nos chercheurs, pour nos étudiants. C'est un endroit un petit peu protéiforme dans lequel on est en capacité de montrer aussi ce qui se passe en agriculture, en agroalimentaire, mais également de tester des nouvelles choses ou de faire tester des nouvelles choses, que ce soit pour des startups, des entreprises et des personnes extérieures à ces sujets. Le but du Palais Rameau, c'est qu'il est en effet très en proximité de nos campus, de notre campus de manière générale. Donc c'est un lieu aussi qui doit être ouvert au public, puisque c'est un lieu, c'est écrit dans notre bail emphytéotique avec la mairie de Lille, ça fait partie de nos prérogatives. N'importe qui peut venir dans le bâtiment et entrer quasiment en contact avec la population étudiante et voir ce qui se passe. À partir de cet automne, en effet, on pourra venir en tant que grand public voir ce qui s'y passe au Palais Rameau, voir les activités qui peuvent s'y dérouler en journée et
dans les années à venir, il y aura aussi une programmation, des événements autour de ces questions alimentaires et agricoles. Mais bien entendu, le fait que ce soit un projet Junia, le but, c'est bien entendu d'essayer de faire des percolations finalement avec ces questions de bâtiments, de numérique, d'automatisation. Il y a des éléments dans lesquels on est en train de réfléchir. On est en train d'aménager des choses sur des hauteurs, par exemple, un petit peu hautes, pour lesquelles on aimerait bien pouvoir automatiser ou tout du moins simplifier les choses pour des opérateurs. Voilà, le but, c'est aussi de tester des éléments innovants, que ce soit en agriculture, que ce soit en alimentaire. Et la démarche est innovante également parce qu'elle met au même endroit à la fois de l'agriculture et de l'agroalimentaire, ce qui est le cas dans notre bâtiment, par exemple, actuel, mais c'est pas pour ça qu'on travaille forcément toujours ensemble. Là, on va être aussi forcé finalement de créer aussi du lien entre nos thématiques. La question de la nature en ville, ça fait partie de vos thématiques aussi, même si c'est peut-être un pas de côté, mais je pense à ça parce que le Palais Rameau est aussi sur un îlot végétalisé, des grands arbres centenaires. Il y a aussi des terres qui sont, on dit que toutes les terres urbaines sont polluées. Alors apparemment, ça serait le cas. Vous allez faire des tests, il va se passer des choses aussi à ce niveau-là? En fait, quand on a récupéré le Palais Rameau et qu'on a réfléchi à un projet, on s'est dit qu'en tant qu'école d'ingénieur, on ne pouvait pas ne pas tester des choses et ne pas innover. Typiquement sur la question des sols pollués, oui, les terres autour du Palais Rameau sont polluées, mais comme on a fait beaucoup de terres liées à l'urbanité, pour plein de raisons. On a une équipe qui travaille sur les sites et sols pollués. C'est le nom de l'équipe et le nom de la thématique. Donc le but, c'est aussi de se dire que quand on a une équipe qui traite de ces sujets-là, on peut tester, on peut expérimenter. Donc c'est ce qu'on va faire. On va essayer de stabiliser, par exemple, ces polluants. Et pour revenir sur la question de la nature en ville, pour moi, c'est une sous-question ou un lien assez fort à l'agriculture. La nature en ville, elle peut être aussi en lien avec de l'agriculture parce que de l'agriculture peut être amenée en ville et donc peut participer à ces questions d'enjeux d'îlots de chaleur, de réduction finalement des températures en ville. Et puis même aussi de réappropriation de la ville, voilà, plutôt que partir de la ville les week-ends, plutôt d'y rester parce qu'il y a des choses qui s'y font aussi. Donc je pense qu'il y a un lien assez fort entre l'un et l'autre, ça c'est sûr. D'accord. Bah, écoute, merci pour toutes ces réponses relatives à ce que tu mènes aujourd'hui chez Junia dans ton parcours. On va finir sur quelques petites questions blitz. C'est l'exercice des bruits de la ville. C'est quoi pour toi la ville de demain? Alors la ville de demain, pour moi, c'est peut-être une ville qui justement pourrait s'ouvrir ou se réouvrir vers la campagne. Je trouve qu'on est très urbain et campagne, mais je trouve que voilà, ça percole peu ou pas entre l'un et l'autre. Je pense que c'est voilà, une ville qui s'ouvre un petit peu vers l'extérieur et peut-être l'extérieur qui vient aussi à l'intérieur. C'est aussi d'ailleurs pour ça que la lecture urbaine est intéressante parce qu'elle peut justement permettre de faire du lien entre les deux. Voilà, je pense qu'il y a plein d'enjeux sur la question de la ville de demain, tout comme il y a des enjeux sur l'agriculture. Je pense que la ville mériterait de pouvoir Ce deux mondes se parlent peut-être enfin. Exactement. Et alors peut-être c'est corollaire, mais quel métier tu verrais émerger prochainement justement autour des questions de l'agriculture ou même en général là dans tout ce qu'on vient de se dire, les métiers de demain, c'est quoi? Je pense qu'il y a plein de métiers qu'on n'envisage pas ou qu'on n'imagine pas, mais en tout cas, pour y avoir réfléchi un petit peu, je pense que toutes les questions notamment de logistique alimentaire, tout ce qui est question finalement aussi de mobilité et de rapprocher finalement les productions aussi de la ville. Parfois, ce qui manque aussi, c'est de se dire que il faut livrer. On a une ferme urbaine à Fives et parfois, ce qui coince un peu, c'est il faut livrer un restaurant dans le centre de l'île, il faut livrer un restaurant à un autre endroit. Ça prend du temps, c'est chronophage, c'est pas toujours fait dans des véhicules qui sont propres ou durables. Du coup, voilà, pour moi, cette question-là, elle est importante et elle permettra sûrement de développer d'autres métiers, tout comme c'est finalement ces productions en ville. Ça fera peut-être naître ce qu'on appelle des agriculteurs urbains, mais peut-être que ce sera des métiers un petit peu doubles, pas que agriculteurs. Agriculteurs et, je ne sais pas, créateurs d'événementiels, agriculteurs
et logisticien, justement. Voilà. Je pense qu'il y a peut-être des métiers un petit peu doubles qui seront faits et inventés. D'accord. Et dernière question, est-ce que récemment, là, tu as visité un projet, un lieu, un espace qui t'a provoqué une émotion? C'est pareil, je réfléchis un peu à cette question. Je reviens d'un voyage à vélo et j'étais entre le Luxembourg et la Hollande, en gros. Et ce qui m'a un petit peu fascinée, c'était de me dire qu'on est au centre de l'Europe, donc on est censé être dans des endroits très urbains. Et en fait, finalement, on y voit des paysages qui sont absolument pas urbains. On voit des kilomètres et des kilomètres de vallons, de forêts. Et j'ai trouvé ça assez fascinant parce qu'on entend toujours, on dit toujours les Hauts-de-France, l'Europe, le nord de l'Europe est quelque chose de très urbanisé. Mais en effet, quand on rentre un petit peu plus en profondeur, on trouve toujours aussi des paysages à aller chercher et à aller regarder. Un peu détendu et naturel, entre C'est guillemets. ça. Eh ben, écoute, un grand merci Marie pour avoir accepté cette invitation, pour cet échange autour de la question de l'agriculture urbaine, de la nature en ville, etc. De la nourriture de demain. Et merci pour cette session de podcast Les Bruits de la Ville. Nous nous retrouverons tous très prochainement pour un autre thème avec un nouvel invité. Cela, c'est une autre histoire urbaine.